Dimanche, l'Australie, autrefois considérée comme un paradis pour les Juifs ayant survécu aux horreurs de l'Holocauste, est devenue un terrain de massacre. L'attentat terroriste en plein jour à Bondi Beach a porté un coup dur à la communauté juive. Cette communauté remonte à la création de la colonie britannique en Australie. La Baïka 240 ans. Pour l'Australie, il s'agissait de la pire attaque terroriste sur son sol depuis un quart de siècle. Allons-nous considérer ce moment comme un tournant pour la vie juive en Australie, ou peut-être comme un tournant pour l'Australie elle-même? Pour répondre à ces questions et à d'autres, je suis rejoint par mon ami et invité Kevin Burmeister. Kevin est un investisseur australien, un philanthrope, et il a passé des décennies à croire en l'Australie et à l'aider à se hisser sur la scène mondiale. Kevin a été un pionnier de l'écosystème technologique australien, investisseur précoce dans Skype et président de longue date de Seek, l'une des entreprises technologiques australiennes les plus prospères au monde. Kevin, tu sais, je veux nous ramener à dimanche. Je t'ai envoyé un message pour savoir si tu allais bien et tu m'as répondu « Oui, tout va bien ». Beaucoup d'amis sont blessés et certains n'ont pas survécu. Peux-tu nous ramener à ces premières minutes quand tu as entendu ce qui se passait? Nous étions. Heureusement, ma famille est en sécurité et j'ai rapidement appris qu'ils allaient tout bien. Et nous étions à un mariage avec beaucoup d'autres membres de la communauté juive ici. Et au milieu du mariage, bien sûr, nous avons commencé à recevoir des nouvelles que cela venait de se produire à Bondi Beach. Au mariage, j'étais assis avec des amis et quelques rabbins. Bien sûr, certains de ces rabbins ont eu des réactions immédiates de la part des familles des victimes. Ils sont partis immédiatement. Nous sommes restés un peu plus longtemps, puis au fur et à mesure que nous recevions de plus en plus de nouvelles, j'ai alors contacté Eli Schlanger car j'avais appris qu'il avait eu un accident ou une blessure. Je ne connaissais pas le rabbin qui avait organisé l'événement. Oui, le rabbin Eli Schlanger avait organisé l'événement. Il faisait partie du Shabbat de Bondi, il travaillait en étroite collaboration avec le rabbin Ullman, son gendre en fait, et j'attendais une réponse. Et nous n'avons reçu qu'une seule coche sur WhatsApp, mais jamais la seconde, elle n'est jamais arrivée. J'ai appris peu de temps après qu'il avait été tué, et bien sûr, j'ai alors appris que Yaakov Levitan avait été tué, ainsi que d'autres. Les nouvelles ont commencé à tomber et nous étions assis avec quelques rabbins au mariage, et vous savez, c'était très très difficile. Mais c'est ce que Kevin Burmeister. Merci de prendre le temps de nous parler à tous, c'est très important. Je sais que toi et la communauté souffraient. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers jours depuis l'attaque de dimanche? Eh bien, il y a, tu sais, parce que c'est Hanouka. L'allumage public de la menorah se poursuit à Bondi Beach. Bien sûr, c'est toujours une scène de crime et les corps n'ont été libérés qu'aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui que les funérailles ont eu lieu ou ont commencé à avoir lieu. Mais chaque soir, il y a eu des milliers de personnes, des personnes juives et des membres de la communauté locale, des non-juifs aussi, beaucoup de non-juifs qui ont exprimé leur soutien, apporté des fleurs, des bouquets, des menorahs, des messages. Vous savez, la plage de Bondi est un sanctuaire ici. C'est un peu comme la plage de Tel Aviv, vous savez, en Israël. Les gens qui vivent autour de cette plage l'utilisent tous les jours. Pour la santé et le bien-être, le surf, profiter de la vie et célébrer la vie. Et le culte de la mort a violé cet espace. Et donc, il faudra du temps pour que les habitués de la plage de Bondi retrouvent la sacralité de ce lieu magnifique où la vie est célébrée chaque jour. Vous savez, nous avons entendu parler du rabbin Schlanger, il est en quelque sorte devenu un symbole international maintenant, du rabbin qui a organisé cela et qui apparemment était si important pour cette communauté et qui a été abattu là-bas, sacrifiant sa vie. Je comprends d'après ce que vous dites, si vous lui avez envoyé des messages, vous avez un lien personnel avec lui, pourriez-vous nous en parler? Oui, j'en avais un.
Vous savez, je connaissais bien Élie, on avait passé du temps ensemble. En fait, j'étais impliqué. Je leur ai personnellement fait visiter Ir David quand j'étais à Jérusalem. Il n'y a pas si longtemps, lui et le rabbin Ouman. Mais vous savez, Élie Schlanger était totalement dévoué, presque entièrement à son beau-père. Il s'occupait de lui, il organisait tout pour lui, il lançait de nouvelles initiatives pour lui. Récemment, ils ont terminé la construction de la synagogue Shabbat de Bondy. La plupart de leurs congrégations ciblent la communauté russe, ici, les communautés russo-ukrainiennes, ici à Sydney, et il y a un très grand contingent. Mais Élie, sa fierté et sa joie, c'était cette synagogue qu'ils avaient construite, la choule qu'ils avaient bâtie ici à Bondi Beach. Et c'est tellement ironique qu'aujourd'hui nous l'ayons enterré. Et la levaya a en fait eu lieu à la synagogue. Et comme l'a dit le Rav Ullman, il y a deux lois juives qui permettent que la levaya ait lieu depuis une synagogue. Et l'une d'elles est que l'on meurt al kiddush hachem en martyr. Waouh! Et l'autre est que tu es remis en tant que grand dirigeant du peuple juif. Et en fait, Élie était les deux. Waouh! Tu sais, Kevin, quel est le ressenti en ce moment dans cette communauté? Je veux dire, elle est bouleversée jusqu'au plus profond d'elle-même. Je sais que tu m'as fait venir en Australie pour la ville de David. Il y a environ 10 ans, avec Yehuda Mali, nous avons reçu l'accueil le plus chaleureux, sioniste et pro-Israël. Tu sais, c'est sûrement l'accueil le plus chaleureux que j'ai reçu dans une communauté aussi soudée. Je me souviens des accolades et de l'ouverture. Quand dure cette communauté? Tu vois, beaucoup de confusion, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, tellement d'émotions que les gens ressentent en ce moment. Ils essaient vraiment de comprendre tout ça. On est là les uns pour les autres en ce moment et on est là pour les familles qui sont en deuil et pour les personnes qui sont encore blessées. À l'hôpital, vous savez, qui se remettent de leurs blessures. Mes enfants ont des amis à l'hôpital, dans un état critique, 5 ou 6 opérations, dans des stades légers de coma. Donc, vous savez, il y a encore beaucoup de traumatismes en ce moment et nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous poser pour comprendre comment les choses vont évoluer. Mais vous savez, je m'attends, comme pour tous ces traumatismes pour le peuple juif, à ce que nous nous en remettions et que nous en sortions plus forts. Et c'est ironique que cela se passe en plein milieu de Hanouka, la fête des Lumières, et nous traversons un moment aussi sombre dans notre histoire à assimiler, et le peuple juif vit avec la tragédie et la joie. Simcha, il n'y a pas le choix, nous n'avons pas le choix. Nous comprenons le paradoxe de ces deux sentiments que nous avons ressentis il y a 2 ans lors de la Torah de Simcha. Nous revoilà, et Hanouka avec les mêmes émotions et les mêmes sentiments. Depuis le 7 octobre, je sais que l'Australie a, d'une part, été incroyablement solidaire d'Israël. Dès le début, des Australiens ont tendu la main et envoyé de l'argent à Israël. Envoyant tout à Israël, soutenant Israël. Que ce soit dans les médias ou en représentant Israël et nous tous dans le monde, l'Australie reste une communauté éloignée. Mais nous avons ressenti, et moi personnellement j'ai ressenti, qu'il y avait une énorme quantité de haine dirigée contre les Juifs en Australie à partir de cette époque. Nous recevions des rapports signalant l'aggravation de la situation. En écoutant le Premier ministre d'Australie, il a dit qu'il pensait qu'il n'y avait aucun lien. Il a dit hier entre l'Australie déclarant un État palestinien. Alors que tout cela se déroulait début 2024, que s'est-il passé ensuite? Et je me demande simplement pour vous et pour les gens là-bas, comment feriez-vous le lien entre le 7 octobre et ce que vous avez traversé avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoutez, je pense que tout d'abord, nous sommes très proches d'Israël, nous sommes une communauté très sioniste. Amichai Chikli a pris l'avion et il est ici en ce moment depuis Israël, représentant Israël. Et nous sommes le ministre des Affaires de la diaspora. C'est exact, c'est exact. Et nous l'apprécions vraiment. Nous avons des personnes comme Zaka, vous savez, des organisations comme Zaka, qui sont venues ici pour aider
à identifier et à récupérer des parties de corps. Ce sont ces sentiments qui nous rapprochent beaucoup d'Israël, mais notre Premier ministre et nos dirigeants dans ce gouvernement actuel sont très éloignés de la réalité de la situation. Ils jouent sur la politique d'islamisation, ils cherchent à séduire les 4 ou 5% d'électeurs musulmans et bien sûr tous leurs partisans. Et ils exploitent essentiellement la sécurité du peuple juif. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour nous. En termes historiques, par rapport à d'autres nations qui ont fait la même chose, c'est encore la même chose. Et vous savez, notre Premier ministre devrait vraiment assumer personnellement la responsabilité ici pour son manque de prévoyance, son manque de compréhension et franchement son ignorance dans cette affaire. Vous savez, pour développer un peu là-dessus, je lisais que Michael Burgess, qui est le chef, si j'ai bien compris, de la sécurité intérieure de l'Australie, il a augmenté le niveau d'alerte terroriste en Australie de possible à probable bien avant l'attaque. Et probable, si j'ai bien compris, signifie qu'il y a au moins 50% de chances qu'une attaque terroriste soit menée sur le sol australien. Et ensuite, il a ajouté que la menace numéro 1, comme vous l'avez dit publiquement, était l'antisémitisme. Et vous savez, c'était, si je ne me trompe pas, c'était même au-dessus. C'était il y a plus d'un an, en août 2024. Kevin, sais-tu s'il y a eu des démarches? Le gouvernement a-t-il pris des mesures concernant cet avertissement? Cela aurait pu le mettre. Vous savez, Amir Chai, j'ai passé du temps avec lui hier soir. Shikli, le ministre des Diasporas, m'a dit qu'un M16, un policier posté sur le site de Bondy avec un M16 ou un fusil de haute puissance aurait pu arrêter la situation en 2 minutes. Ce terroriste a eu 12 minutes pour continuer sa tuerie et notre police n'était pas suffisamment équipée. Un homme avec un Glock 9 mm se tenant à 40 mètres de distance, un détective a réussi à neutraliser ce terroriste. Maintenant, vous le savez probablement, en sortant de l'armée, qu'atteindre quelqu'un à 40 mètres avec un 9 mm, C'est un miracle. non, C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. c'est un véritable miracle. 1 sur 100. Peut-être, absolument, absolument. Et nous étions complètement mal préparés, le gouvernement était complètement mal préparé. Ils ne comprennent pas la nécessité de la sécurité du peuple juif. Et s'ils ne nous donnent pas leurs ressources pour nous protéger, ils doivent nous donner des autorisations, que nous puissions nous équiper d'armes et que nous puissions nous protéger de personnes comme celle-ci dans la communauté. Cela ne s'arrêtera pas là, Doron. Ce n'est que le début. Et dans l'environnement complaisant et apathique dans lequel ce gouvernement existe, j'ai bien peur qu'il y ait encore plus d'attaques comme celle-ci désormais. Australian Security Intelligence Organization. Le chef de Australian Security Intelligence Organization, Burgess, avait raison dans son évaluation. Il a clairement indiqué qu'il y avait un problème imminent. Cette personne qui vivait dans une banlieue appelée Bonnyrigg, située plus à l'ouest, près de l'endroit où vit une grande partie de la communauté musulmane. C'est ça. Il y a 2 personnes, un père et son fils. Lui et son père, c'est bien ça, lui et son père. D'accord. Maintenant, ces gars-là n'auraient aucune idée de ce qu'est Hanouka. Ils ne sauraient même pas quel jour du calendrier grégorien tombe la première nuit de Hanouka. Ils n'en auraient aucune idée. Le mouvement juif Abad de Bondy célèbre la première nuit de Hanouka sur la plage de Bondy à un endroit très précis, à Bondi Beach. Ils n'auraient aucune idée de cela à moins que quelqu'un ne vienne leur en parler. Et c'est là que nous échouons encore et encore à réaliser qu'il y a des forces bien plus grandes. Cela concerne principalement l'Iran, le Qatar, la Turquie ou les nations radicales qu'ils soutiennent. Les gens dans ces nations ont carte blanche pour commettre leurs crimes à travers le monde. C'est le résultat, et ne vous y trompez pas.
Il y aura une organisation quelque part dans le monde qui revendiquera cela. Quand les choses se calmeront et que les gens seront hors de portée, il y aura des organisations terroristes qui revendiqueront cela. Quelle a été la réaction, Kevin, de l'Australien moyen, pas des Australiens juifs? S'il existe un Australien moyen, qu'as-tu entendu? Que pense cette communauté? Se sent-elle menacée? Je veux dire, est-ce un signal d'alarme pour eux? Je pense qu'ils sont en colère, ils se sentent violés. Et donc, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est extrême. Le djihadisme islamiste est essentiellement une idéologie à long terme qui continuera à ronger la façon dont nous préférons vivre nos vies. Et franchement, les populations musulmanes ordinaires qui vivent autour de ces idéologues radicalisés ont peur de dire ou de faire quoi que ce soit parce qu'elles savent qui est qui. Et ils utilisent essentiellement leurs méthodes violentes contre leur propre communauté locale en premier avant de commencer à perpétrer leur violence sur les communautés extérieures. Donc ils exercent un contrôle par la violence et par des tactiques de type mafieux, le crime, et cela s'étend aussi à la communauté. Donc les Australiens ne comprennent pas vraiment cela, vous savez, ils ne comprennent pas ce qu'Israël a dû affronter depuis 70 ou 80 ans. En Israël, du fleuve à la mer, 45% de la population est musulmane. En Australie, 4% de la population est musulmane, donc allez comprendre. Tu sais, il semble, Kevin, inconcevable qu'un rassemblement de 2000 personnes ou, tu sais, c'est ce qui a été rapporté. Cela représente une grande part de la communauté juive de Sydney. Quelle est la taille de cette communauté? Eh bien, il y a environ 50 000 personnes dans les banlieues de l'Est. Il y avait probablement quelque chose comme 25 000 ou 30 000 personnes. Maintenant, tu dois comprendre que ce soir-là, il y avait plusieurs événements de Hanouka. Ma communauté en avait un ici à Dover Heights, qui est proche de Bondi Beach, et ils avaient probablement 3 fois plus de réservations qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, ils avaient presque 2000 familles à leur événement, et à Bondi Beach, il y aurait eu encore 1000 ou 2000 personnes. Donc, les gens étaient sortis pour célébrer. En tant que communauté juive, nous devrions pouvoir montrer que nous sommes une seule communauté. Être ensemble lors de fêtes comme Hanouka et pouvoir se sentir en sécurité sans avoir à regarder derrière soi, je pense que c'est justement ce que recherche le djihad islamique. Il s'agit vraiment de vous faire regarder derrière vous, de vous rendre anxieux, de vouloir peut-être cacher l'expression symbolique de votre culture et de votre religion. Et c'est le début, c'est l'histoire des Grecs qui recommence et l'histoire de Hanouka, mais nous triompherons. Vous savez, en vous écoutant, cela me rappelle la cité de David, où vous avez emmené le Rav Schlinger qui a été tué en montant la route du pèlerinage, vous savez, vers le temple, oui, la route d'origine. Vous et moi avons passé beaucoup de temps sur le parking Jivati et vous avez été un soutien énorme, le plus fondamental de la cité de David. Et comme cette route passe devant ce parking, il y a la forteresse Accra, n'est-ce pas, qui était occupée pendant. Vous savez, la plupart des gens célèbrent Hanouka. Ils ne réalisent pas que c'était le début de la lutte, pas la fin. N'est-ce pas? Pendant des décennies, des gens montaient cette route et depuis cette forteresse, des Juifs hellénisés et des Grecs les tuaient. N'est-ce pas? Absolument, c'est là. Et pourquoi? Parce que nous croyons au divin, parce que nous croyons en Dieu, parce que nous croyons que Dieu imprègne chaque aspect de ce monde, chaque atome, chaque électron, chaque espace. Et que les choses que nous faisons dans la Torah ne sont pas déconnectées de cela, mais ce sont nos idées fondamentales et nos croyances. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour comment ces textes anciens en parlent dans l'islam en particulier.
œil pour œil, dent pour dent, ou la façon dont on traite la violence et ce genre de crime. La différence entre l'islam et le judaïsme, ou entre l'islam radical et le judaïsme, c'est que dans le judaïsme, nous avons toujours interprété nos lois en termes de dommages financiers. Donc, si vous commettez un crime contre quelqu'un d'une manière ou d'une autre, à part le meurtre, bien sûr, mais si vous le faites et que vous blessez quelqu'un ou que vous lui causez un préjudice d'une manière ou d'une autre, vous allez payer en termes financiers, vous n'allez pas payer autrement. En leur coupant le bras ou en leur crevant un œil ou en faisant ce genre de choses. Nous n'avons jamais cru en ce genre de choses, mais malheureusement, nous avons affaire à une idéologie qui n'y croit pas. De la même manière. Une réponse a-t-elle été donnée? J'ai un message Reddit de la communauté musulmane en Australie. Réponse officielle. Oui, il y en a eu et la communauté musulmane modérée s'est levée et a absolument soutenu le peuple juif. Et vous savez, regardez, Ahmed Al-Ahmed, qui a été le héros ayant arrêté le tireur, l'un des tireurs, et l'a maîtrisé à main nue. Vous savez, c'est vraiment un grand héros. Il a fait une chose formidable comme on peut s'y attendre d'un héros. Et ça n'a pas d'importance. Vous savez, musulmans, chrétiens, juifs, vous savez, ce sont des choses. Ce sont des qualités humaines et héroïques qui existent chez les gens. Et franchement, la communauté musulmane modérée, comme vous en avez en Israël, la communauté musulmane modérée, je collabore avec eux dans mes affaires hôtelières et de construction. Je travaille avec des musulmans toute la journée. Vous savez, nous n'avons aucun problème avec la modération à Irida, Virgin. Vous vivez avec eux toute la journée, tout va bien. Nous pouvons coexister très heureux. Mais quand il s'agit de violence et quand il s'agit de perpétrer de la violence sur quelqu'un ou sur une culture ou sur un peuple, ou de nous traquer comme ces gens nous traquent, comme le djihad islamique nous traque, ce n'est pas acceptable. Vous avez associé Hanouka à la lumière de l'espoir et nous savons qu'il y aura de l'espoir durable, n'est-ce pas? Hanouka, comme dans la bénédiction, en ces jours anciens comme aujourd'hui, c'est ce que nous disons en allumant les bougies. Comment pouvons-nous vivre simultanément à cette époque et maintenant alors que tu le vis vraiment? Ma question est la suivante. Quand nous prenons cet espoir, est-ce vraiment de l'espoir? Kevin, pour les Juifs en Australie, c'est-à-dire, y a-t-il une chance de retourner dans le paradis vierge qu'était l'Australie, ou bien ce paradis a-t-il changé à jamais? Et les Juifs australiens vont-ils envisager, je ne sais pas, de faire leur alia en Israël ou de déménager? Dorone. C'est une très bonne question, c'est une question difficile à répondre. Je pense que cela dépend de notre gouvernement. Si notre gouvernement prend des mesures et agit immédiatement pour cibler l'incitation à la haine dans les mosquées et dans les lieux qui incitent à la violence contre au moins le peuple juif et d'autres, s'ils annulent le statut de déductibilité fiscale de leurs mosquées et institutions où l'on trouve de la violence et de l'incitation. Des mesures simples comme celle-ci peuvent avoir un effet énorme rapidement. Et vous savez, s'ils fournissent les moyens de sécurité pour le peuple juif, s'ils réduisent les cas d'antisémitisme et de haine, s'ils agissent contre l'incitation, concrètement, je pense que nous avons de l'espoir et je crois savoir que ce gouvernement peut le faire. Vont-ils le faire? Je n'en suis pas sûr. Doron, j'ai des doutes. Je doute qu'ils assument personnellement la responsabilité de ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont attendre que ça passe. Ce gouvernement a encore 3 ans devant lui. Pendant ce temps, ils peuvent beaucoup se cacher. Vous savez, vous avez dit que vous pensez que si les choses ne sont pas réglées, cela pourrait se reproduire. D'accord. L'écriture, en quelque sorte, d'après ce que je comprends de vous, le message est clair. Si un événement similaire se produit, cela pourrait arriver en Australie. Pensez-vous qu'il existe des communautés juives partout dans le monde? Il y a des juifs partout dans le monde, n'est-ce pas? Et
Autant que vous voulez les protéger, eux et les communautés juives, je ne sais pas si les gens le savent en Europe. Certains centres en Australie ressemblent aussi à des forteresses, non? La sécurité est obligatoire dans certains lieux, mais les Juifs, vous savez, ne vivent pas dans des zones fermées. Pensez-vous que ce qui se passe en Australie est un événement isolé, ou cela pourrait-il arriver ailleurs? Non, écoutez, ce tireur d'élite, ce terroriste était un tireur d'élite, il était un tireur entraîné. Il a rechargé ce fusil à verrou très très rapidement, il gardait son œil sur la lunette, il utilisait une lunette à point rouge et le pourcentage de tirs à la tête et au cœur est fou. C'était un chasseur de juifs entraîné et maintenant, si vous reproduisez avec un fusil simple et puissant d'autres tireurs d'élite comme lui, il est très difficile de les repérer dans une foule. Ils peuvent refaire ça. Vous pensez que l'Australie pourrait être un maillon, pas le dernier domino, dans d'autres régions du monde? Je pense que ce n'est pas qu'en Australie, mais aussi ailleurs dans le monde. Je pense que chaque pays dans le monde où il y a des juifs doit devenir extrêmement vigilant. Chaque État des États-Unis où il y a un nombre important de juifs doit devenir extrêmement vigilant. Ces individus entraînés peuvent non facilement continuer à commettre des crimes comme celui-ci. Tu sais, Kevin, que dirais-tu à une communauté juive à Singapour ou à Hong Kong? Encore? Pas si loin de toi, relativement parlant, ou n'importe où en Europe où leurs gouvernements ont reçu des avertissements concernant l'antisémitisme. Mais vous ne dirigez pas le gouvernement ni ne contrôlez votre sécurité ou vos moyens. Que diriez-vous au peuple juif? Je connais assez bien Singapour et je peux vous dire que les autorités singapouriennes sont bien plus vigilantes, 100 fois plus vigilantes que les autorités australiennes. L'Australie est une île et par conséquent, cela favorise la complaisance, l'apathie et cela s'est infiltré dans nos autorités. Singapour est très vigilante dans son renseignement. Elle maintient un contact étroit. Je sais qu'il existe des habilitations de sécurité entre Singapour et Israël. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui travaillent avec Israël dans le domaine du renseignement. Mais quand l'apathie s'installe en Australie et que vous avez un gouvernement anti-israélien comme celui que nous avons actuellement, qui refuse le renseignement, qui rejette le flux d'informations, qui l'ignore au profit des bureaucrates qui exigent de leurs dirigeants d'agir en faveur de régimes islamiques pro-violents. Alors voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Vous savez, oui, il y a cette expression le pays chanceux, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai aussi entendu Dan Senor en parler, que c'est comme ça que les gens avaient l'habitude de voir l'Australie. Et je faisais des recherches après avoir écouté Call Me Back, et j'ai vu ça. En fait, l'expression le pays chanceux, à l'origine, n'était pas censée être un compliment. Elle vient d'un livre publié dans les années 1960 qui disait essentiellement d'accord. L'Australie bénéficie de ses ressources naturelles, mais une certaine complaisance y règne. Je veux dire, c'est là que c'est une chance que ce soit des gens très complaisants qui s'en sortent très bien grâce aux ressources naturelles. C'est un peu dur pour le peuple australien, mais vous avez eu un rôle très actif en Australie. Je sais que vous aimez ce pays et je l'ai encore ressenti lors de votre accueil. Que pensez-vous de la société australienne? Si vous pouviez organiser une session générale ici, C'est vrai, Doran, ce que tu dis. C'est complaisant, comme je l'ai dit, c'est une île, ce n'est pas facile d'y entrer à moins d'y être autorisé. Le produit intérieur brut est très élevé et il l'est grâce à nos ressources naturelles, donc nous sommes une nation riche. Il y a très peu de cas de pauvreté ici en Australie, bien sûr, cela existe, mais c'est un faible pourcentage. Écoutez, nos dirigeants juifs ont supplié tout d'abord ce gouvernement d'agir de manière beaucoup plus vigilante envers ces organisations anti-juives et nos dirigeants juifs l'ont fait récemment.
Évidemment, depuis cet événement, nous avons supplié l'Australien moyen d'apporter de la lumière dans ce monde, d'apporter plus de lumière dans ce monde, de faire des actes de bonté et de gentillesse, d'aller vraiment au-delà de ce qu'il ferait normalement, de renforcer et de rassembler cette communauté, cette société, cette nation. Nous sommes vraiment une nation tolérante. Mais nos forces de sécurité ont vraiment failli ici et je pense que c'est un signal d'alarme pour tout le monde. Nous ne pouvons qu'espérer et prier que notre gouvernement ait entendu ce message fort et clair et qu'il prenne des mesures immédiates. Même des mesures simples comme cibler l'influence dans les institutions, les mosquées et les lieux et affecter sérieusement la capacité des gens à fonctionner sous des régimes fiscaux et des régimes déductibles d'impôts et des choses comme ça. Des mesures très simples qui peuvent toucher les gens directement au portefeuille. Et ensuite, étendre cela à l'appareil de renseignement, à l'appareil d'immigration, à la police et au groupe de sécurité nationale. Vous savez, j'écoutais et j'ai vu cela. Israël a immédiatement envoyé une équipe d'urgence en Australie pour essayer d'aider face à ce qui s'y passe. Et je sais qu'Israël disait qu'ils offriraient de l'aide aux institutions juives là-bas et qu'ils essaieraient de travailler avec le gouvernement australien. Mais, étant donné ce qui semble être, avec ce gouvernement en particulier, une véritable animosité envers Israël, est-ce qu'il y a une place pour qu'Israël puisse aider ici? Je veux dire, on veut tous aider, non? Nous savons que l'Australie est une communauté unie, surtout avec l'Australie, à cause de la chaleur et de la proximité des Juifs là-bas et du fait qu'ils sont ouvertement sionistes en Australie. Avons-nous un rôle à jouer en Israël pour aider? Oui, il y en a probablement un. Je pense que Israël doit ouvrir la porte aux Juifs pour qu'ils puissent faire leur aliyah. Je ne dis pas que les Juifs devraient réellement faire leur aliyah. Je dis qu'ils devraient être préparés, qu'ils devraient déposer leurs papiers et qu'ils devraient être prêts avec une menace ouverte à quitter ce pays, à arrêter de payer des impôts dans ce pays, à cesser d'apporter les avantages que le peuple juif procure à ce pays en partant et en allant en Israël. Je pense que ce serait un message très clair et très fort pour ce gouvernement australien que les Juifs sont très sérieux à l'idée de trouver un autre foyer. Tu sais, je veux que tu te mettes dans la peau d'un investisseur un instant, Kevin. Vraiment, le fondateur de Skype, encore à la tête de SIC. Tu as un tel parcours financier en Australie. Et les Juifs en général ont tellement apporté à l'Australie. Tu sais, ils font partie du noyau, ils étaient de là dès le tout début, dans la médecine et le droit, et bien sûr dans les affaires. Si quelqu'un te demandait aujourd'hui et disait « Tu sais, devrais-je investir en Australie ?» Que dirais-tu? Que dirais-tu à propos d'investir en Australie et d'investir dans l'avenir de l'Australie? Tu sais, je pense que ça dépend du secteur, mais tu as plus de chances d'investir avec succès en Israël qu'en Australie sous le régime actuel. Tu sais, tu peux choisir des actions en Australie, choisir des organisations qui vont très bien réussir et qui réussissent déjà, et bien sûr, tu peux très bien t'en sortir grâce à ces organisations. Mais je pense que le problème est bien plus vaste. Tu sais, si l'Australie veut que l'argent arabe vienne ici de pays comme le Qatar, ils le font, et la Turquie aussi. Ils font ce qu'il faut, ils font ce qu'il faut. Ils peuvent continuer à marginaliser les Juifs, ils peuvent continuer à faire appel à l'argent qatari, à l'argent turc et à l'argent iranien. Ils peuvent continuer à apaiser les Chinois. Et vraiment ne pas prendre ça en position comme les États-Unis l'ont fait dans le monde. Nous avons autrefois été de grands alliés du peuple américain et je pense que dans l'ensemble, les Australiens et les Américains ont une certaine affection l'un pour l'autre. Mais l'administration Trump et le gouvernement australien actuel, c'est le jour et la nuit. Ils sont complètement opposés, ils n'ont rien en commun et l'Australie doit réfléchir très attentivement à la façon dont elle est en train de nuire à cette relation actuellement sous le régime gouvernemental en place en Australie.
C'est sérieux. Et vous savez, nous devons revenir vers les loyautés, vers les amis qui nous ont été les plus fidèles depuis des centaines d'années, et décider de ce que nous voulons devenir quand nous serons grands. Vous savez, Kevin, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir partagé ces réflexions. Avant de vous redemander vos dernières réflexions, pendant que je vous parle et pense à vous, allumer ces Hanouka ou Bandai? Une chose que nous savons de la Hanouka, de la Hanoukia, de la Menorah, comme on l'appelle souvent, c'est qu'elle éclaire l'obscurité, n'est-ce pas? C'est comme une fusée éclairante dans le ciel, comme le dit Douglas Murray, et tu vois qui t'entoure, non? Tu vois qui est autour de toi? Et d'après ce que tu dis, c'est vraiment un tournant pour l'Australie en ce moment. Et as-tu un dernier mot à ajouter? Oui, vas-y. Duron, tu peux voir derrière moi, ici il y a une lampe à huile. D'accord, depuis ici, depuis la cité de David, depuis cette zone qui, tu sais, nous a réunis. Cette lampe à huile remonte à 2300 ans à cette époque où elle servait à éclairer les maisons dans lesquelles les gens vivaient, ou utilisée lors de célébrations ou de fêtes, des fêtes juives. Notre culture remonte à 3300 ans avec la Torah et à 3700 ans avec nos ancêtres. Nous sommes un peuple autochtone ancien, nous avons des racines très profondes, nous avons une compréhension très profonde de nos racines et cela apporte beaucoup de sagesse, de compréhension et de leadership. Et nous voyons cela chez le peuple juif, nous le voyons dans notre pourcentage ou notre surreprésentation parmi les prix Nobel et dans d'autres secteurs. Dans les affaires, nous sommes des acteurs actifs. Ce serait vraiment très regrettable, un résultat très triste si ce magnifique pays qu'est l'Australie perdait les talents qu'il possède. Et je pense que c'est la plus grande menace pour ce gouvernement. Ils doivent agir maintenant. Je conclurai simplement, Kevin, en rappelant que le départ des Juifs d'Espagne a finalement marqué la fin de l'Empire espagnol. Quand les Juifs ont quitté l'Allemagne et la Pologne, ces pays les ont expulsés, ce qui a entraîné leur déclin. Ce n'est pas que les Juifs étaient la seule chose dans ces pays. Mais peut-être que cela remonte à la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Cela s'est encore répété. Le président Trump le sait, et ceux qui te bénissent seront bénis. N'est-ce pas? Je sais que des jours très difficiles vous attendent, vous et la communauté australienne. Et juste pour finir, comment allez-vous garder espoir quand vous assistez à ces funérailles qui continuent? Quant aux noms, nous ne connaissons même pas tous les noms, je suppose que vous les connaissez probablement, mais nous entendons des rumeurs d'enfants qui ont été tués. Oui, et Mathilde est une fille de 10 ans qui sera enterrée demain. Quel est son nom? Elle s'appelle Mathilde. C'est une jeune fille juive originaire d'Ukraine, âgée de 10 ans. Ses parents l'ont appelée Mathilde quand ils sont arrivés ici, parce que Mathilde était le seul prénom australien qu'ils connaissaient, grâce à la pierre, la valse de Mathilde. C'est une chanson tellement célèbre, vous savez, emblématique. Ici en Australie, c'est une chanson tellement riche culturellement, et voilà, nous avons Mathilde qui touche le cœur de chaque Australien lorsqu'une fillette de 10 ans est tuée lors d'un festival de Hanouka. Bon Kevin, je suis avec toi, le vrai public de l'Est est avec toi, le peuple d'Israël est avec toi. Tu as été si solide à nos côtés que j'espère de tout cœur qu'il existe un moyen pour que nous puissions aider à protéger cette communauté. Tu es absolument le bienvenu en Israël, bien sûr, et nous tendrons la main à la communauté juive australienne si elle décide de faire ce pas. Et pour ceux qui décident de rester, j'espère que nous réussirons tous à nous mobiliser pour vous autant que vous l'avez fait pour nous. Nos pensées vous accompagnent sincèrement. Kevin. Merci Doran, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Amis, je voudrais vous parler d'une initiative qui vient d'apparaître appelée Soutien Sydney. Il s'agit de soutenir les familles juives à Sydney, en Australie, qui ont été dévastées par l'horrible attaque terroriste qui a frappé Bondi Beach, lors de Hanouka à l'allumage de la première bougie. Ceci est une demande d'action urgente de la part du peuple australien. Elle a été approuvée par toutes les organisations communautaires juives là-bas et ils ont besoin de notre aide maintenant. Il y a des familles qui se sont retrouvées sans enfants,
des enfants dont les parents ont été tués. C'est une famille qui est dans une détresse énorme. Pour jouer un rôle ou soutenir Sydney, le lien est dans les notes de l'émission ci-dessous.